Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Nevada City. Nevada City, c'est un jeu de Alan Day Erstein, qui n'est pas tout à fait un inconnu. Il a fait un cas pour les plus anciens d'entre vous, qui a un jeu qui a fait le buzz, enfin un petit peu, qui a été connu un petit peu lors d'une des sessions d'Essen, il y a déjà pas mal d'années. C'est un jeu édité par Rio Grande Games. Là aussi, ça fait plaisir de les retrouver. Bon, j'imagine qu'ils sortent toujours des jeux, mais chez 20 jeux, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus joué à un jeu Rio Grande Games. Et ici, c'est un jeu qui a été développé par eux. Donc ça fait plaisir, surtout que c'est pas un petit jeu. Donc c'est du jeu costaud. Ça a dû demander pas mal de travail. Et ça fait plaisir de retrouver cet éditeur américain pour un jeu tel que celui-ci. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, annoncé pour des parties de 90 à 120 minutes. Comptez quand même 1 heure de jeu par joueur pour vos premières parties en tout cas. Nous, on a fait quelques parties à 3 qui se sont terminées à plus de 3 heures de jeu. Donc c'est un peu long, c'est un peu lourd, mais le jeu en vaut la peine et voyons ça ensemble tout de suite. Voici donc le plateau de Nevada City avec la mise en place pour un joueur. Ici, vous voyez la mise en place pour ce joueur-là. Donc nous sommes des bâtisseurs qui allons construire la ville de Nevada City. Nous allons construire des bâtiments dans ces emplacements-là et le jeu dure 4 années. Nous allons monter sur les points de victoire et à la fin du jeu, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. L'objectif étant d'être mailleur de cette belle ville de Nevada City. Donc c'est normal. À l'époque, donc nous sommes en 1854. À l'époque, on ne devenait meilleur pas en gagnant des élections, mais en ayant le plus de points de victoire. C'est bien connu. Voilà. Donc nous allons construire des bâtiments. Le jeu dure 4 années ou moins, c'est-à-dire de 1955 à 1958. Vous les voyez ici. Et il peut durer moins longtemps si tous les emplacements prévus pour les bâtiments sont remplis à la fin d'une année. Donc en général, ça peut durer 3 ans ou 4 ans, sachant que la majorité de vos parties dureront 4 ans. Par contre, il n'est absolument pas rare et même très fréquent qu'à la fin des 4 années, tous les emplacements soient remplis. Et donc il y a une petite course aussi pour les joueurs qui vont choisir la stratégie de construire beaucoup de bâtiments. Il y aura une petite course aux emplacements. Il faudra construire les bâtiments au plus vite pour ne pas se trouver à la fin à court. On a envie de construire un bâtiment, mais il n'y a plus d'emplacement. Donc, le jeu dure 4 ans. On voit en fait ces 4 années défiler ici parce que chaque année est divisé en une série de tours. Donc, vous avez le tour 1, 2, 3, 4, etc. Et au début de chaque tour, on va retourner un événement. Donc, on va retourner l'événement, on va l'appliquer, et puis on va commencer le tour 1 de l'année 1. Et en fait, quand vous voyez ici, à toutes les années, il n'y aura pas un événement. Donc, vous voyez ici, il n'y a que lors de la première année, en 1855, où il y a un événement. Donc, à partir de la deuxième année de jeu, il y aura un événement au début de l'année du premier tour de l'année 56, pas au deuxième tour, au début du troisième tour, pas au quatrième tour, au cinquième et au sixième tour. Donc voilà comment on décompte. On va en fait mélanger les cartes événements. On va en garder que 12, plus quelques-unes pour le départ, pour faire en sorte que, quand il n'y a plus de cartes événements à placer, c'est qu'on est à la fin du jeu. Donc c'est comme ça qu'on va décompter les 4 tours de jeu. Chaque joueur
dispose d'un petit plateau personnel avec des emplacements pour placer des bâtiments de production. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers, un jeu assez classique, où vous avez des bâtiments qui vont produire des denrées, vous allez placer vos ouvriers. Donc il y a un côté très, très classique dans le jeu. Vous allez récolter des ressources, les transformer, etc. Construire des bâtiments grâce à vos ressources. Donc tout ça c'est assez classique, mais c'est très bien fait. Vous allez le voir dans un instant. Alors, les joueurs vont se répartir, donc chacun à son tour va choisir une famille, et une famille comporte 4 personnages, donc un papa, une maman, un fils et une fille. Et chaque personnage va avoir un certain nombre de pions actions. Donc, vous allez, en jouant le papa, pouvoir réaliser 3 actions, la maman et les enfants, 2 actions chacune, mais ça dépend des familles. Il y a des familles où la répartition est différente. Donc, chaque joueur choisit une famille, et puis on va répartir les 4 bâtiments de départ entre les joueurs au hasard. Et le joueur qui aura hérité de la carte bâtiment shérif deviendra le premier joueur. En fait, les joueurs vont recevoir les bâtiments au hasard, vont placer le marqueur personnel sur le bâtiment pour dire que le bâtiment les appartient. Ils vont gagner les points de victoire indiqués par le bâtiment, donc ils vont augmenter leur jetons sur les points de victoire, et celui qui aura reçu par hasard le shérif recevra cette belle étoile de shérif pour indiquer qu'il est le premier joueur. Et puis on peut commencer la partie en sachant aussi que les familles, chaque papa a un bâtiment de départ. Donc vous voyez ici le papa a une mine. Donc on va prendre une mine pour ce joueur-ci qu'on va ajouter à ces mines existantes. Enfin, il n'y a pas d'adjacence ou quoi. Donc ça, c'est simplement pour dire le nombre d'emplacements limités que vous avez sur votre plateau de personnel, mais il n'y a pas de jeu d'adjacente ou de pose de tuiles. Donc ici, voilà le terrain de départ de ce joueur, en sachant qu'il va aussi prendre ces points-là comme point de départ. Donc il va avoir 8 points, vous voyez les 2, ça c'est les coûts, mais il ne doit pas les payer pour le début. Donc chaque joueur commence avec un bâtiment de chaque, plus les bâtiments de son père, et donc ici c'est la mine. Donc ici 8 points de victoire qu'on ajoute aux 4 points, ça fait, si je ne me trompe, 12 points pour le départ. C'est comme ça qu'on met en place le départ, et évidemment on va placer toutes les cartes là selon ce que la mise en place dit. Elle est assez lourde, donc quand vous regardez le plateau dans son ensemble, vous voyez, il faut mélanger ce paquet-là, mélanger celui-là, il faut bien mélanger celui-là, placer les cartes qui correspondent, placer les petites tuiles là, placer les cartes et mélanger ça. Ici, ce sont des cartes objectifs, donc on peut en parler maintenant. C'est un aspect qui ressemble un petit peu au jeu 3. Donc chaque joueur va recevoir 2 cartes objectifs comme ceci, et va choisir une des 2 cartes à mettre comme objectif en fin de partie. L'autre, il va la défausser, et en fonction du nombre de joueurs, il va y avoir aussi ajouté à ça, au hasard, face cachée, une ou plusieurs cartes objectifs qu'on va tous placer ici, et face cachée, et à la fin du jeu, on va les dévoiler, et on va attribuer les points de victoire en fonction. Et en général, ces cartes objectifs, c'est en fonction de majorité. Donc, par exemple, vous voyez ici, c'est le joueur, donc à 3 joueurs, qui possède le plus de cette ressource-là, qui recevra 4 points de victoire, le deuxième 2 points, et le troisième 0 points. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne cet objectif. Donc il y a un petit côté hasardeux dedans. Enfin, le joueur qui l'a vu, lui, il sait. Donc en général, il va faire en sorte d'avoir l'objectif. Il y a un petit jeu où les autres joueurs vont essayer de deviner quel est l'objectif des autres, mais franchement, c'est pas facile. Et puis, pour la carte ou les cartes ajoutées au hasard, il faut avoir un peu de bol. Bon, ceci dit, c'est pas primordial. En tout cas, dans nos parties, ce n'est jamais ça qui a fait que un joueur a gagné ou pas. Surtout qu'en général, tout le monde s'arrange pour gagner son propre objectif. Donc voilà. Donc ça n'a pas porté spécialement à conséquence. Ça donne plutôt un petit piment. Bon, personnellement, j'aurais préféré
que les objectifs soient tous visibles, comme ça on était tous en pied d'égalité, mais ça aurait évidemment bien rallongé le jeu, puisque si on doit viser les objectifs, ça augmente la réflexion, qui est déjà très importante dans le jeu. Voilà. Donc ça c'est pour la mise en place. Ensuite, comment se déroule une année, hein. Donc on commence par le premier tour. Le premier tour, on retourne l'événement et on l'applique. Là aussi, il y a du hasard, puisque les événements vont pouvoir avantager ou désavantager l'un ou l'autre joueur. Par exemple, si après 5 tours de jeu, on retire un événement qui dit telle action est devient gratuite, mais tous les joueurs qui ont fait cette action avant et qui n'ont plus besoin de la refaire, pour eux c'est perdu. Par contre, le joueur qui a fait autre chose avant et qui comptait la faire à ce moment-là, pour lui c'est gagné. Donc ça peut avantager un joueur ou l'autre. Il faut aussi l'accepter. Je dirais personnellement, ça m'a pas gêné. Que du contraire, ça donne un petit piment. Tiens, quel va être l'événement? Ah, peut-être ça va les désavantager, parce qu'il y a des événements aussi qui vont obliger les joueurs à payer soit des jetons actions, soit de l'argent. Et donc les joueurs qui vivent avec une trésorerie très très juste peuvent être pénalisés. Donc il y a un petit piment, tiens, qu'est-ce que ça va être cet événement? Est-ce que ça va pénaliser l'un ou l'autre joueur? Ça n'a jamais dans nos parties avantagé excessivement un joueur ou l'autre. Donc ça donne juste un petit piment. Moi j'ai bien aimé cet aspect, même s'il est un peu hasardeux dans le jeu. Donc on commence par retourner un événement, et puis ensuite on va sélectionner un de ces personnages. Donc par exemple, je sélectionne mon père ici, et donc je vais faire 3 actions avec lui. Et puis ce sera au joueur suivant qui va sélectionner un de ses personnages parmi sa famille, qui va réaliser les actions qui sont les jetons actions qui sont sur lui, etc. On va retourner. Quand revient le jeu du shérif, on retourne le prochain événement. Là, si en deuxième tour il n'y en a pas, on ne retourne pas. Si on est le troisième tour, on retourne l'événement, on l'applique, et puis choisit un autre personnage. Celui-ci, il n'y aura plus les jetons actions puisqu'il les aurait réalisés. Donc il va choisir un de ces 3 derniers personnages, il va prendre les 2 jetons actions, il va les placer pour faire ses actions, etc. Et ce sera au suivant. Donc c'est pour ça que le jeu chaque année dure au moins 4 tours, puisque vous avez en départ 4 personnages, mais vous allez pouvoir en gagner d'autres, hein, évidemment. Donc vous voyez ici les personnages que vous pouvez engager à durée déterminée ou indéterminée, vous allez voir, parce que vous allez pouvoir les marier, et donc vous pourrez être amené à faire 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 tours d'action. Donc ça peut aller loin, parce que par tout un système, je peux vous l'expliquer maintenant. En fait, quand vous allez faire l'action d'engager un nouveau personnage, vous le prenez et vous le mettez en dessous de votre plateau. Vous avez 3 emplacements, donc vous pouvez engager maximum 3 nouvelles personnes. Vous placez les 2 jetons actions là. Ça vous coûte, hein, vous devez lui payer un salaire de 5, et vous pouvez payer aussi la case action qui vous a permis d'aller le chercher. En général, c'est cette case action-là, donc ça va vous coûter 4, 5 ou 6 dollars en plus de son salaire. Et à partir de ce moment-là, lors de l'année en cours, vous pourrez l'utiliser pour exécuter des actions. Mais à la fin de l'année, si vous voulez, vous pouvez le garder. Mais si vous voulez le garder, vous devez le marier à un des 2 enfants. Évidemment, ici, c'est un homme. Il s'appelle Sam, donc il se marie, parce qu'à l'époque on ne pouvait marier que le sexe opposé, donc il peut se marier avec votre fille Kitty. Et donc si vous voulez le marier, vous le placez de ici à là, et il restera avec vous jusqu'à la fin du jeu, mais vous devez payer quand même une dot, hein. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, vous devez payer une dot, et la dot c'est 2 vins plus 2 autres sources au choix. Donc il va falloir acquérir, planifier les ressources pour gagner les 2 vins nécessaires, les 2 autres sources, et les avoir disponibles. Si vous le mariez en un tour, vos 2 enfants, il va falloir 4 vins, 4 autres sources, donc il va falloir planifier tout ça. Voilà, ça c'est pour le mécanisme, donc c'est une mécanique
Très très chouette. D'abord, vous voyez, vous en faites beaucoup, des actions. Lui, 3, L2, 2, 2, 2, ça fait déjà 11 actions chaque année. Donc, vous allez faire beaucoup d'actions en une partie. Et puis, vous allez un peu... il y a un côté crescendo, puisque vous allez monter, le nombre de personnes dans votre famille va monter, vous allez faire de plus en plus d'actions, en sachant que même quand vous aurez... Si vous décidez cette stratégie-là, quand vous aurez marié vos 2 enfants, vous pouvez encore engager des nouveaux ouvriers, les placer ici, mais à la différence qu'à la fin du tour, vous devrez vous en séparer, ça sera un CDI, vous ne savez plus les marier, votre papa et votre maman sont mariés et les divorces ne sont pas une question acceptable à l'époque. Donc voilà, ça c'est pour le système de placement d'ouvriers, d'ouvriers. Donc vous avez un personnage, à votre tour, vous choisissez un personnage et vous exécutez les actions. Pour exécuter une action, vous prenez le jeton action et vous le placez sur un des emplacements où vous pouvez réaliser une action. Alors, quelles sont les actions que vous pouvez réaliser ? Le premier, c'est utiliser vos bâtiments de production. Donc, vous prenez un jeton action, vous le placez sur ce bâtiment-ci, sur votre ferme, et vous produisez alors une culture. Ça s'appelle une culture, ceci. Donc, au début du jeu, on en reçoit une à l'avance. Et donc, vous allez produire combien ? Alors là, ça dépend du marché. Et le marché est ici en haut à droite. Et il est aussi super. C'est une bonne idée. C'est aussi une des chouettes idées du jeu. Donc, vous avez au départ 3 cubes que vous placez. Ils sont obligatoires. Ces 2-là, vous les tirez au hasard dans un sac. Et même chose pour ces 2 cubes-ci qui sont obligatoires et celui-là. Et tout le reste, vous allez les tirer dans un sac. Donc, à chaque année, vous aurez une configuration de marché différente. En sachant qu'il y a des événements qui peuvent influencer, qui peuvent dire ouais, vous placez un cube de ceci du marché de market value à production ou inversement, etc. Donc ça peut changer même en cours d'année. Mais en début d'année, vous avez par exemple cette situation-là qui est tirée au hasard, à part les cubes obligatoires comme je vous disais. Et donc ici, ça dit que quand vous faites une action de production, si vous produisez du bétail qui est en brun, vous allez en produire 3. Si vous produisez une culture qui est en vert, vous allez en produire une, et si vous produisez du minerai d'argent, vous allez en produire une. Et ce marché dit aussi le prix de vente. Donc si vous faites l'action de vente, si vous vendez du minerai, ça vous rapportera $3. $3 pour la culture et $2 pour le bétail. Donc ici, j'ai fait une action de production de culture. Donc je prends un jeton culture que je place ici, puisque la production est à 1. Vous voyez, 1. Si j'avais choisi de produire du bétail, j'en prendrais 3 que je place sur mon bâtiment et je place évidemment mon jeton action sur mon bâtiment. À noter que vous avez aussi des spécialités. Donc, chaque ouvrier a des spécialités, ce sont les icônes que vous voyez ici. Et donc là, vous voyez par exemple qu'il est spécialisé dans l'argent. Si je l'utilise pour produire dans une mine, comme il est spécialisé, il vous permet d'aller chercher un jeton action de votre réserve et de le placer sur une seconde mine gratuitement. Et donc, vos 2 mines vont produire, mais dans ce cas-ci, c'est 1. Donc, chacune va produire un jeton argent. Donc vous allez devoir aussi jouer avec les capacités de vos personnages et évidemment bien planifier pour les optimiser en fonction aussi de ce marché qui est vraiment intéressant parce que vous allez optimiser aussi. À ce tour-ci, c'est pas très intéressant de faire produire votre culture verte ici puisque vous allez en produire qu'une. Par contre, la vente, c'est super intéressant puisque ça va vous rapporter au moins $3. Donc peut-être que si vous en avez, autant l'utiliser pour le vendre et si vous n'en avez pas, peut-être attendre un autre tour où la production sera plus élevée. Inversement, peut-être pour le bétail, comme vous en produisez 3, produisez-le maintenant et peut-être attendez un tour ou l'autre
route pour profiter d'une valeur. Encore faut-il avoir suffisamment d'argent. Quelquefois, vous n'avez pas le choix et vous devez quand même sacrifier l'optimisation pour avoir plus d'argent. Donc, c'est un aspect vraiment très, très chouette de ce Nevada City. Donc, voilà. Donc, la première chose que vous pouvez faire avec vos ouvriers, c'est les placer sur vos bâtiments de production pour récolter. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est les placer, donc peut-être construire un bâtiment. Donc pour construire un bâtiment, je prends un jeton action et je le place ici. Donc le premier joueur va pouvoir le placer ici et ça lui coûtera 2. Le deuxième 3 et tous les autres pourront le placer ici et ça leur coûtera 4. Donc je place ici et je peux soit choisir un bâtiment, soit choisir un des 3 bâtiments de production. Donc je prends un bâtiment de production, je paye son prix, 2, et je le place sur mon terrain, où je veux, sur mon terrain. Et voilà, et je gagne 2 points de victoire. Si je choisis un bâtiment de production, je choisis un bâtiment plus classique, je choisis un des bâtiments, je le place face cachée où que je veux, donc il n'y a pas d'emplacement, il n'y a pas d'ordre, vous le placez où vous voulez, peut-être près de vos autres bâtiments, et vous placez simplement une pastille dessus pour dire qu'il vous appartient, mais vous gagnez rien pour le moment. Une deuxième action, une autre action que vous pouvez faire, c'est le construire. Pour le construire, vous placez un jeton action sur le bâtiment et vous dépensez les ressources nécessaires. Ça peut être une partie. Imaginons qu'à ce tour-ci, vous n'avez que 2 bois et une brique. Vous placez juste ça et vous attendez un tour. Bon, évidemment, ça serait une action un petit peu perdue. Autant le faire en une fois quand vous avez toutes les actions. Mais il y a un petit twist intéressant aussi, c'est que vos ouvriers ou vos personnages ont des spécificités. Vous voyez ici, il a une brique et un laurier gratuit. Donc quand il place une brique, un laurier, il place ici, et bien d'office, vous allez ajouter une brique, oui, c'est pas un laurier, pardon, c'est ceci, voilà. Vous allez ajouter une brique et un laurier gratuitement. Il vous reste plus que 4 bois à faire. Si vous utilisez ce personnage-là, celui-ci vous apporte en plus du bois gratuitement. Donc, c'est l'intérêt de placer en plusieurs fois. C'est que vos personnages vont rapporter des ressources gratuitement en fonction. Et donc, à vous, et ça aussi, c'est un très chouette côté du jeu, à vous à bien planifier quel personnage va placer en premier. Je vais d'abord faire ça avec ce personnage-là pour ensuite utiliser les ressources de ce personnage-là pour une autre action, etc. Donc c'est une planification intéressante, une optimisation intéressante. Une fois que vous avez rempli toutes les conditions ici, vous allez retourner le bâtiment. Il est construit. Vous replacez ça, votre jeton, pour dire qu'il vous appartient ici, et vous gagnez les points de victoire qui sont là. Donc 6 points, ça fait 18. Et dorénavant, il y a ces 15 actions-là qui sont disponibles pour tous les joueurs. Donc, par exemple, vous voyez ici, en plaçant un jeton action ici, ça vous coûte 1 $. Cette case, elle est disponible qu'à partir de 3 joueurs. À 2 joueurs, la case brune n'est pas disponible. Et vous payez 1 $ et vous recevez 2 bois en faisant cette action-là. À noter que le dollar que vous vous le payez au joueur à qui appartient le bâtiment, un peu comme dans Caylus, enfin un petit peu, c'est pas tout à fait comme dans Caylus, mais il y a des côtés qui ressemblent. Donc si vous êtes le joueur à qui appartient, vous payez pas. Pour vous, c'est gratuit. Vous recevez 2. Donc autant vous mettre ici, ça vous coûte rien et vous recevez 4 bois gratos. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est le deuxième intérêt de construire un bâtiment. Le premier, c'est de pouvoir bénéficier des points de victoire, mais le deuxième, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de leur effet gratuitement et quand les autres joueurs vont choisir, ils vont vous payer à vous. Et donc, c'est tous les bâtiments. Les bâtiments vont vous permettre de gagner des ressources, vont vous permettre de les vendre. Donc, par exemple, ici, vous payez 1, vous pouvez vendre une pépite d'argent au prix du marché. Donc ici, le marché en argent est de 3. Donc, vous recevez 3 plus 4, donc 7. Vous recevez 7 $ en vendant un. Si vous choisissez la deuxième, vous pouvez en vendre 2 au prix du marché plus 2. Donc le prix du marché est de 3, plus 2 ça fait 5. 5 fois 2, les 2 que vous vendez, ça vous fait 10. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici, tout le monde peut vendre en payant 1 $. Il peut en vendre jusque 3, simplement au prix du marché.
La dernière action, je vous l'explique dans un instant. Donc là, même chose, c'est la vente, mais de la culture. Et là, c'est la même chose, c'est la vente du bétail. Chez le shérif, on peut devenir premier joueur. Donc on prend l'étoile du député, que je ne sais pas, voilà, qui est ici, hein, donc l'étoile du député, qui montre qu'on sera shérif au tour d'après, donc premier joueur au tour d'après. Et donc ça, c'est quand on choisit ici, take de député, on paye 2, et on peut en plus prendre un contrat. Ou bien ici, on paye 4 pour engager un travailleur. Donc on engage un des travailleurs qui est là, on paye en plus des 4 son salaire et on le prend comme j'avais expliqué. Pour le contrat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va choisir un des 4 contrats qui sont disponibles ici. On le prend et on le place simplement en dessous aussi. Donc, il prend une place comme vos ouvriers. Donc, il va falloir gérer ça. Et évidemment, vous aurez compris qu'une des actions que vous pouvez faire en plus, c'est de placer un ouvrier et de payer les ressources ici pour pouvoir réaliser le contrat. À ce moment-là, on regarde si ce bâtiment est construit. S'il est construit, les 2 points de victoire vont aux joueurs à qui appartiennent ce bâtiment et vous recevez 12 points de victoire. Si ce bâtiment-là n'est pas construit, vous recevez juste 9 points de victoire et personne ne reçoit les 2 points de victoire. Ça, c'est pour la French Madame. En plus, certains bâtiments ont certains contrats, ont certaines habilités sur lesquelles vous pouvez aussi profiter. Hein. Vous avez aussi des bâtiments, par exemple celui-ci, hein, donc vous payez aussi les ressources, vous recevez aussi les points de victoire, et le fait de construire ne donne pas de points d'action, mais vous donne une habilité ici de gagner certains sous quand il y a un événement feu qui se produit. Donc voilà, ça c'est l'autre type d'action que vous pouvez faire, et en gros, j'ai parcouru toutes les actions, donc les événements, les actions sur les bâtiments, achat, vente de ressources, engagement de personnel, prendre un contrat, réaliser un contrat, construire un bâtiment, acheter un bâtiment ou un bâtiment de production. À la fin d'un tour, on reset tout, on enlève toutes les cartes, on en remet d'autres et on passe au tour suivant. Et à la fin du jeu, eh bien, on regarde simplement, en plus des points que vous avez gagnés en cours de jeu grâce à vos bâtiments, la construction de votre bâtiment ou au contrat que vous avez réalisé, on regarde les points de victoire que vous avez fait grâce aux objectifs de fin de partie. Et celui avec le plus de points de victoire remporte la partie. C'était Nevada City, un jeu donc assez classique de placement d'ouvriers, de récolte de ressources, transformation de ressources, de construction de bâtiments, de production ou avec certains effets et certaines cases actions supplémentaires. Un jeu qui va vraiment crescendo, qui va crescendo grâce au fait que vous allez engager des nouveaux ouvriers, que vous allez utiliser ces ouvriers pour produire plus, pour gagner plus d'argent. Donc un jeu qui a certains défauts. D'abord le premier, le plus lourd, je dirais, ce sont les règles. Elles ne sont pas claires, on va avoir des doutes. On va discuter entre joueurs, on va aller voir des facs, on va quelquefois prendre une décision de commun accord sur surtout les effets des cartes événements. Je trouve ça dommage que dans les règles, on n'explique pas toutes les cartes événements. Donc il y a des cartes événements qui sont un peu nébuleuses. La mise en place aussi est assez lourde, elle prend du temps. Je ne sais plus combien de temps, j'ai pas calculé, mais bien 40 minutes, on a bien pris 40 minutes environ pour mettre le jeu en place. C'est long et en plus, cette mise en place n'est même pas claire parce que le jeu propose 2 versions, une version avancée et une version de base. Et quand on joue à la version de base, on doit éliminer certaines cartes de la version avancée. Eh bien, on remarque en cours de partie, on ne comprend pas certaines cartes et puis on va voir dans les règles, on voit que ces cartes-là appartiennent à la version avancée. Donc même la mise en place n'est pas claire, on n'a pas expliqué qu'il fallait retirer telle ou telle, on retire certaines cartes mais pas toutes, alors qu'il faudrait en retirer plus. Même chose en cours de jeu, les événements, certains événements on va discuter. Le jeu aurait bénéficié de plus de clarté, ça c'est sûr. La mise en place
assez lourde et le jeu dure longtemps. Je vous ai dit 1 heure par joueur, donc ça peut durer longtemps pour un jeu qui est somme toute assez classique, mais qui est vraiment sympa à jouer, hein, très planificateur. Vous allez devoir planifier, ok, je vais faire ça avec mon ouvrier, tel autre ouvrier va faire ceci ou cela. Profitez de la capacité de chacun de vos ouvriers, profitez des capacités des bâtiments que vous avez construits, payez éventuellement les autres joueurs, mais juste jouer sur des combinaisons de bâtiments que vous avez construits, ça c'est l'idéal. Encore faut-il y arriver, mais on peut y arriver. Donc vraiment pas mal de choses intéressantes dans ce jeu. Donc Nevada City, un jeu que je vous conseille, même s'il est un peu old-fashioned, je dirais. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.